Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 6. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Et voilà, comme d'habitude, on va faire chacun une grosse reco dans lequel, bien évidemment, plein de petites recos se seront dissimulées. Et à la fin, nous finirons sur un truc en plus qui est cette fois extrêmement bien rattaché à la musique et qui parle d'un de nos chouchous. Voilà, vous avez nos voix, vous avez le programme, on est prêt, il fait presque beau, tout de go, en avant. C'est quoi ta reco, Ororo? Alors ma reco aujourd'hui, c'est la absence de Dialect. Alors je vais me permettre de reprendre la main. Waouh, déjà. Ouais, direct, ce coup-ci c'est moi, avant que tu nous donnes un tout petit peu de contexte, j'ai une question. Ce nom Dialect, est-ce que c'est d'où il sort? Non. Ouais, alors bah justement, Dialect comme dialect, donc dialecte, ça n'a rien à voir avec Doctor Who. Ok. C'est exactement ce que j'allais commencer par dire, comme pour le dire, genre non, il n'y a aucun lien avec Doctor Who. Parce que quand j'ai vu la reco, je ne les connaissais pas du tout avant que tu nous fasses un coup. Ça a été direct, je fais Dalek, mais il y a un lien ou pas? Après, une fois que j'ai écouté, je me suis dit non, il n'y a aucune chance. Peut-être que les auteurs de Doctor Who, eux, avaient déjà réfléchi au sens parce que dialecte, ça pourrait avoir un sens dans le nom des méchants. Oui. Mais là, c'est clair. Du coup, présente-nous Dialect. Alors, Dialect, donc c'est un groupe de rap qui vient des États-Unis, qui est composé, alors à l'époque, en 2004, il est composé de MC Dalek, donc qui est le rappeur, mais aussi à la production, Octopus, qui est avec un K, qui est à la prod aussi uniquement, et Steel, qui était le DJ. Et ils ont un autre type, en fait, Joshua Booth, qui est aussi à la production, et tu ne vois jamais sur les photos, en fait, qui est juste là pour la création des disques. Donc oui, aucun lien avec les Daleks, même s'il y a beaucoup de sons, on va dire, robotiques, ou en tout cas métalliques dans leur musique. C'est en gros ce qu'on peut appeler, s'il fallait mettre un style du noise rap, en gros, parce que c'est des mecs qui utilisent beaucoup des nappes de son assez distordues, en fait, sur leur musique. Et c'est un des groupes, en fait, qu'on peut créditer comme étant une des grosses influences, ou en tout cas un des premiers à avoir fait des choses que des gens comme Clipping par la suite ou Backwash maintenant font, ou Fatboy Sharif, c'est-à-dire le fait d'avoir un côté très industriel en fait avec du rap, qui sont souvent décrits comme étant un mélange de Public Enemy et de My Bloody Valentine, et ça s'entend de manière assez claire en fait à partir du moment où on peut se mettre un peu en tête un truc pareil. Donc c'est un groupe qui moi m'a beaucoup marqué au début des années 2000, parce que quand le disque est sorti, avec mes potes on l'avait pas mal fait tourner, et on a pu les voir un paquet de fois, parce qu'en 2005 les gars ont joué sur Paris 4 fois. Ah ouais. Moi je les ai vus 3 fois cette année-là, ils étaient en ouverture de Isis avec donc au nouveau casino. Ils ont fait l'ouverture de Fantomas avec donc à l'Élysée-Montmartre. Et je les avais revus au Bateau Phare avec un mec qui s'appelle James Dalek, un rappeur indé français. Et en gros, c'est un groupe de rap qui, dans le milieu rap, en fait, on entend presque rarement parler, ou en tout cas presque jamais parler.
eux-mêmes se définissent comme un groupe de rap, mais dans le milieu rap, en fait, ils sont pas vraiment très présents. En revanche, ils sont très proches et ils sont souvent ouverts pour des artistes plutôt de trucs expérimentaux, rock expérimentaux. Ouais, L'album est sorti sur IPCAC, qui est le label de Mike Patton. ouais, Et donc Mike Patton, Fantomas, hein, c'est d'où le lien avec ça. Et puis même Isis à l'époque était signé sur IPCAC aussi, donc du coup, d'où la raison pour laquelle Dalek était en ouverture de ces groupes-là. Mais globalement, ils ont surtout tourné avec des gens du milieu rock, metal, comment dire, un peu alternatif. Donc, par exemple, là, il y a un album de Dalek qui est sorti, c'est une collaboration, il est sorti sur Relapse, donc un ouais. label de rock, enfin metal de manière un peu extrême, mais surtout toujours un peu barré. Ils ont donc signé sur IPK, et leurs albums sont sortis sur ça, mais ils ont fait un album qui n'était pas sur IPK, qui est sorti sur Profound Lore, qui est un label plutôt de metal extrême, qui est sorti plutôt des groupes de black et de death metal, tu vois, et Mhm. quelques trucs un peu alternatifs, mais globalement, voilà, c'est toujours été des gars qui, même si fondamentalement, c'est des mecs dans le rap, bah, ils ont toujours trouvé leur place plutôt ailleurs, en fait, tout Ouais, simplement. Et ça se comprend assez à l'écoute du disque, non seulement à cause des textures et de l'usage de trucs très industriels, mais aussi parce que c'est des morceaux en fait qui ont une structure très rock. Heu, autant que dans le rap actuel, très souvent les morceaux sont de plus en plus courts, genre de 2 minutes, et tu vas des fois même pas avoir de refrain, mais tu vas avoir, ouais, comment dire? Tu vas avoir, plusieurs couplets, mais tu vas avoir vite fait en fait une instru qui va durer de manière qui est très courte. ouais, Alors que là, en fait, les morceaux de Absence, prennent vraiment une structure rock avec une grosse intro instrumentale, couplet, refrain et puis un pont avec, souvent, surtout sur cet album-là, un mélange de scratch et de production, en fait. Sur scène d'ailleurs, j'ai pu le voir qu'une seule fois avec, le DJ parce qu'en fait, il a quitté le groupe assez rapidement. Mais c'était assez ouf, en fait. D'ailleurs, c'est aussi intéressant, je pense, de parler un peu de comment ça se présentait sur scène, parce que autant sur scène, bah, voilà, des groupes de rap, tu vas avoir un rappeur qui va partir des 2 côtés et qui va faire le hype man et puis tu as un DJ derrière. Là, c'était, un groupe qui, quand ça jouait, c'était donc tu avais Octopus derrière, hein, qui était à la prod et qui balançait les samples. À côté de lui, tu avais, le DJ qui était éclaté, mais vraiment la tête penchée sur ses scratchs, genre à scratcher, mais genre la tête à côté de la platine, quoi, vraiment genre et Dalek en revanche, c'est un des seuls mecs que j'ai vu, enfin en tout cas sûrement le seul rappeur que j'ai vu sur scène. Entre les parties instrumentales déjà, des fois il hurlait vers le plafond. Donc c'était genre même sans micro, tu vois? Il y avait vraiment genre, on cherche l'intensité et je me souviens d'une date, quelques années après au Glazart où, le son était pas assez fort et genre le mec il poussait les retours en fait vers le public pour que ça pète en fait. Donc les c'est gars ont bon beau ça. se dire genre: «Ouais, on est un groupe de rap» et à revendiquer totalement ce côté ça et ça se comprend. En fait, quand tu regardes un peu leur son, que tu regardes comment ils se comportent, tu dis genre: «Ouais, mais enfin, vous êtes pas vraiment comme les groupes de rap, en fait, vous faites vraiment votre truc». Donc Absence, c'est un disque qui est pas forcément reconnu comme étant le meilleur disque de Dialect. Je dirais que beaucoup de gens ont préféré Abandon Language qui est juste après, qui est très bon aussi. Mais Absence, moi, c'est le disque avec lequel j'ai découvert le groupe et enfin, je trouve qu'il est encore vraiment impressionnant. Mais c'est un disque que je voulais parler en rapport avec Taroko, dont on parlera après. Parce que Ouais. pour moi, il y a un côté très science-fiction, en fait, dans ce disque, par l'usage des textures indus, Mmh. par l'usage, du coup, par un discours extrêmement politique, pour le coup. C'est vraiment un groupe où, quand tu regardes les paroles, c'est un peu plus explicite, quelles sont leurs opinions sur ces sujets. C'est limite du Rage Against the Machine en termes de contenu, c'est-à-dire que les paroles de Rage, Zach La Rocca, il a toujours été extrêmement pointu et précis sur ce qu'il abordait. Il n'y a pas tant que ça de grosses métaphores et là, c'est pareil. Je trouve on est vraiment dans un discours très construit et très précis sur ben, la question de l'anticléricalisme, l'anticapitalisme, ou le fait de, comment dire, le fait de défendre une forme de, pas d'afrocentrisme, mais de, comment dire, le soutien en fait entre les nations et les cultures.
des cultures africaines. Je sais plus comment on appelle ça. Il y a un terme pour ça. Ah oui, le panafricanisme. Voilà. Oui, OK, Ils revendiquent le panafricanisme, ce qui est quand même un truc comme bien précis et bien particulier, qui est d'ailleurs mmh, revendiqué par pas grand monde à mon avis encore. Bon après c'est un disque qui a déjà 20 ans, hein, donc peut-être que pour certains il aura un côté un peu dépassé. Mais c'est un disque vraiment que je trouve quasi afrofuturiste en fait dans sa démarche parce que justement il pointe à ce point-là, tu vois certaines questions, politiques et idéologiques et il y a un véritable travail vraiment enfin très avant-gardiste en fait, dans la ouais, manière d'user les sons. Le début de l'album est super impressionnant, je trouve. Il fonctionne pour moi à chaque fois sur moi avec le début en a cappella et avec l'entrée de la basse. Et quand t'as les nappes qui arrivent, c'est vraiment genre le gros coup de massue. mmh, En live, c'était vraiment super impressionnant de ce point de vue-là, quoi, parce que je les ai vus démarrer plein de fois avec ce premier morceau et tu te le prends vraiment plein dans la gueule, quoi. C'est vraiment magnifique. ouais. Euh, du coup, alors, avant que je continue, du coup, qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Alors, c'est marrant parce que tu as évoqué plein de choses que moi je m'étais noté, dans le sens où je suis d'accord avec toi sur il y a une espèce de mélange pour moi, j'avais vu entre d'une espèce de rappeur ultra hardcore engagé en mode à l'ancienne, avec des nappes à la Reznor ou à l et avec, des choses comme ça, tu vois? Du côté indus. Je trouvais que ça m'avait scotché honnêtement. La première écoute m'a littéralement scotché, heu, parce que les morceaux sont d'une noirceur positive, je sais pas comment le dire autrement, qui m'avait un peu surpris. À la première écoute, j'étais dans un drôle de mood en plus, donc je me suis dit: «Putain, non, c'est un peu trop raccord avec mon humeur là quand même, il y a un truc qui va pas» et puis il se tend l'oreille et puis non, non, c'est extrêmement, poussé. La construction de l'album est ouf. Je me suis rendu compte après coup que les morceaux parfois étaient ultra longs. On est quand même sur une il y a des morceaux d'un 31 machin, mais on a, près plus de la moitié de l'album dont les morceaux font plus de 5 minutes et ça passe tout seul. Il y a pas de sensation de longueur, il y a pas de sensation de répétition et on est sur un album qui est extrêmement produit, extrêmement enfin, qui est d'une force de ouf. J'ai découvert, du coup, a posteriori aussi tout le contexte et le et l'intention et le morceau Culture for Dollar, il prend quand tu comprends qui sont les auteurs, leur combat, ce que tu disais, le panafricanisme, ça prend un angle les paroles prennent encore un autre angle. C'est, c'est étonnant. C'est et je suis vraiment assez scotché et il y a ce truc qu'ont pour moi les plus grands, «artistes» entre guillemets de te communiquer leur noirceur, mais ne pour moi les meilleurs ne t'emmènent pas avec eux dans le noir, ils te montrent leur noirceur, mais et en disant: «Mais toi tu peux rester positif» et je trouve que cet album a tout ça dedans. Heu, il est, heu, il est parfois dur dans le mais tu ne peux pas sortir de l'écoute sans en être grandi et je vois pas vraiment comment le dire autrement. C'est C'est très, très métaphorique, très, très métaphysique, mais je ne vois vraiment pas comment le dire autrement. c'est vraiment un disque où tu sens qu'ils sont ils est vraiment là pour tout bouffer, en fait. C'est leur 3e album. Ils avaient déjà aussi une collaboration avant ça avec, Faust, qui est donc un groupe de krautrock, donc c'est rock psyché, allemand Ouais, c'est vrai, il faut dire que c'est et de 2004, hein. ouais, c'est un truc qui date maintenant de 22 ans, quoi et je trouve Ouais, qu'il sonne encore plutôt frais, en fait. Il y a pas vraiment de il a pas mal vieilli, en fait, ce disque, même si c'est une autre vision. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu te dis genre: «Ah, c'est ça le rap du futur», tu 20 ans plus tard, tu es genre: «Bah non, il y a toujours pas de vraiment de mecs comme ça». Enfin, ouais. tu un peu plus de gens comme ça, genre, je pensais à Fatboy Sherif, par exemple. C'est un mec qui commence à avoir une présence un peu plus importante dans le milieu du rap indé, mais ça reste quand même des grosses exceptions, tu vois? Et Dalek, c'est toujours le groupe, en fait, qui peut-être représentait peut-être le même plus la présence du rap dans le milieu du métal, en tout cas le métal, un peu alternatif, quoi. Mmh, Les groupes comme, ouais, Fantomas ou Isis, c'était pas vraiment, ils ont même ouvert pour Dillinger Escape Plan, d'ailleurs j'ai vu une date la même année en 2005. mmh. C'est eux avec God Forbid, donc qui est un groupe plutôt, de thrash metalcore et tu Dalek au milieu, tu fais genre: «OK, l'affiche devait être assez intéressante, quoi». Ça va être Ouais. toute une expérience.
Mais ceci dit, enfin, voir Dalek en couverture de Easy, c'est tout à fait cohérent au Casino, c'était vraiment impressionnant, quoi. J'ai vraiment gardé un super souvenir de ce concert. Euh, donc ouais, non, tu dis Collector for Dollar, c'est effectivement un des morceaux que moi je retiens le plus. Il y a une vraie progression dans ce morceau en plus, la manière dont, genre rien que le refrain en deux parties, en fait, je trouvais vraiment impressionnant. Il y a un truc vraiment unique avec cette manière de faire progresser le titre. Et vraiment, je me souviens même qu'en concert, quand il jouait ce morceau, j'étais vraiment toujours à attendre chaque prochaine partie, quoi, parce que Ouais. tu profites bien de ce qui est en train de jouer, mais tu te dis genre, ah putain, la prochaine, elle est encore mieux, puis tu continues comme ça. Euh, Tout le break vers la fin avec des scratchs est vraiment mortel, un espèce de presque de solo, quoi. Mmh. C'est ça qui fait aussi la différence du groupe, hein, c'est que c'est vraiment, enfin, encore une fois, je trouve qu'ils ont des structures très très rock. Ouais. Le morceau Ivor Somber vers la fin, d'ailleurs, est très 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 My Bloody Valentine, quand ça pourrait presque être un remix d'un morceau de My Bloody Valentine. Il y a un côté super dufteux, les sifflements de scratch, comme si c'était une voix qui susurre à côté de la voix du MC Dalek. C'est totalement un groupe qui fondamentalement fait du rap, mais de la même manière que Public Enemy ou Run DMC, même à l'époque quand ils sont du rock, ils sont vraiment en train ils se réapproprient tout ça pour créer quelque chose de vraiment d'unique. D'ailleurs, pour le coup, le disque est pas composé en fait de samples repris sur d'autres disques, mais en fait de compositions que eux ressemblent en fait. Ouais. Donc il y a un gros travail de texture qui est effectué en studio, qui refout en boucle, qui manipule et qui rebalance après du coup sur lequel le mec rappe. C'est une approche sonore en fait qui est vraiment totalement héritée du Bomb Squad, hein, de Ouais. l'équipe de production de Public Enemy. Ce côté genre on met des couches et des couches et des couches et des couches. En soi, c'est très cohérent qu'ils se réclament aussi de My Bloody Valentine, quoi. C'est parce que pour le coup, My Bloody Valentine, c'est vraiment le groupe de rock où t'as peut-être le plus de couches en fait, de couches de son. D'ailleurs, ils refont des dates en ce moment, My Bloody Valentine, et enfin, pareil que c'est vraiment, enfin, c'est un Airbus, quoi. C'est juste, ça te pète les oreilles, un truc de fou. Euh, J'imagine qu'ils ne dépassent pas les limites autorisées, mais ça reste quand même un truc où enfin, tu nages dans le son, quoi. T'es vraiment dedans. Et, euh, et à l'époque, d'Alex, c'était pareil, quoi. C'était vraiment genre, tu vas voir le concert et tu sais que tu vas en prendre plein la gueule, quoi. Les, Mmh. les concerts d'ailleurs d'après, je me souviens quand je les ai vus, j'ai pu parler vite fait avec Octopus. Alors c'était à l'époque un peu avant la sortie de l'album, alors mince, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est sorti pas Abandon Language, mais celui d'après, donc qui est l'album qui s'appelle Gutter Tactics. Donc je l'ai dû le voir en 2008. Et le mec, en fait, quand il m'avait parlé à ce moment-là de l'album suivant, il me disait genre, ah ouais, c'est trop ouf, tu vas voir, le prochain, c'est un mélange des trucs les plus lourds de J. Dilla avec Black Sabbath. Et t'es genre, tu vas voir un groupe de Ouais. rap et les mecs, ils se décrivent comme un mélange de J. Dilla et de Black Sabbath, tu sais très très bien que t'es pas face à un groupe de rap normal, quoi. C'est un petit peu à part. D'ailleurs, malheureusement, depuis le départ de Octopus, je trouve que le groupe est moins intéressant. Ah. J'aime bien en live, c'est toujours bien, il y a pas de souci, j'ai pu le revoir depuis. J'ai quand même assez hâte de découvrir le nouvel album qui va sortir cette année. Ils ont un là, avec deux singles qui sont sortis. Après, c'est beaucoup plus rap, presque traditionnel, et beaucoup moins immersif, Mmh. ce qu'ils font. Ceci dit, si vous aimez les Absence, je vous encourage vraiment à écouter aussi Abandon Language et Gutter Tactics. Abandon Language, c'est le versant vraiment beaucoup plus de basse en fait. Absence, t'as plus de distorsion. Abandon Language, c'est vraiment le plus lourd de leur discographie, vraiment, mais ultra massif. C'est vraiment un truc qui fait péter les amplis basses, c'est magnifique. Je l'ai réécouté tout récemment et je n'avais pas gardé un super souvenir, mais quand je l'ai réécouté, j'étais vraiment dit putain, mais en fait, c'est vraiment de loin leur meilleur. Et Gutter Tactics, je le trouve très très cool, mais encore plus rock en fait. Ouais. C'est un équilibre en fait entre Absence et Abandon Language. Il est encore plus politique, il démarre par le sample d'un speech, mais genre extrêmement déprimant sur la politique américaine. Et, euh, et oui, enfin c'est vraiment un bon compromis entre les deux précédents. C'est pour Mmh. moi la trilogie Absence, Abandon Language, Gutter Tactics, c'est vraiment le summum de leur discographie. Ouais. Euh, Sinon, je vais revenir aussi sur l'album, sur le morceau Eyes to Form Shadows, Ouais. parce que c'est le plus vénère en fait de tout le disque, quoi. Genre, l'agressivité sur ce morceau et pas dans la voix, hein, juste c'est le plus oppressant en fait, de tout
de Ouais, tout le disque. T'as un passage qui est presque un solo de saxophone à la John Coltrane, quoi, avec beaucoup de syncopes, beaucoup de genre, ça se prend plein la tronche. tu Il y a une parlais des espèce, basses tout à l'heure, mais sur ce morceau, ouais, les basses derrière, elles sont mais tellement fortes, tellement lourdes, c'est tellement patate, c'est ouf quoi, c'est comme tu dis ça, il est, waouh, celui-là j'ai massif, mais là vraiment, c'est incroyable, moi j'adore, hein. ah oui, non, moi aussi, hein, c'est vraiment, vraiment pas fou, mais effectivement, c'est le genre de truc où t'as envie de toujours pousser le son plus fort, en fait. C'est Ouais, un disque où c'est difficile de dire genre: «Ah, je fais ça discrètement». Genre, non, non, ouais, il y a un vrai c'est côté metal vraiment. hardcore, c'est ouf quand même par moment. Oui, tu te rappelles, on avait parlé plein de fois de Cypress Hill Ouais, et Cypress Hill qui revendiquait du coup l'influence de Slayer, et je trouve mmh, qu'on est vraiment aussi dans ce genre de délire, quoi. Autant Cypress Hill a toujours réussi à être un groupe de rap qui faisait toujours le pont du coup avec les fans de rock parce que voilà, l'énergie et tout. Mais en fait, Dalek, eux, c'est vraiment le niveau supérieur. C'est genre, bah oui, on est fan de rock et oui, on utilise ce genre de truc, mais fondamentalement, enfin, on se veut toujours un groupe de rap et enfin, pas malheureusement, mais au final, on se retrouve vraiment à plus, balancer du son est vraiment massif, quoi. Ils pourraient totalement tourner avec des groupes de doom et de drone, en fait. C'est d'ailleurs pour ouais, ça que d'ailleurs qu'ils sont sur des labels un peu plus de métal extrême, en fait. C'est que les gens qui les écoutent, c'est des gens qui aiment pousser les amplis au maximum et hem et comme en plus leur son est plutôt sombre, bah, ils trouvent plus facilement une place, faire des artistes sur des labels où, bah, le discours, d'artistes, du coup des discours des autres artistes qui sont avec eux sur les labels sont toujours plus, voilà, plus pessimistes, mmh, et bah, ça correspond beaucoup plus à leur image et à leur musique que finalement beaucoup de trucs de rap qui généralement essayent d'un petit peu de, enfin, pas tant que ça, mais toi, par rapport à, on est plus proche de Billy Woods que ouais, de Open Mike Eagle, tu vois? Mais oui, ils sont tous les 2 quand même avec, il y a un ils font vraiment la transition après entre, pour beaucoup de gens en fait, vers, entre le rock et ce genre de rap indé, en fait. ouais, Mais oui, Ice to Form Shadows en plus, enfin, et le terme je trouve qui correspond le plus à décrire ce titre-là, c'est hypnotique, et je trouve qu'il y a quelque chose de très, très hypnotique de toute façon sur tout l'ensemble du disque, quoi. ah ouais, C'est vraiment de la boucle qui est tellement obsédante en fait que, et tu sens pas le temps passer parce que justement tu rentres dedans et tu te laisses immerger totalement par le son, et c'est comme ça que voilà, les 50 minutes du disque, tu les vois pas passer en fait. ouais. Tu prends tout au fur et à mesure, et je trouve qu'il passe encore très, très bien. Oh mais il est J'étais in j'étais incapable de donner son année, hein. C'est pour ça que je reprécisais tout à l'heure très vite, l'année de puisque tu l'avais 2004, pas ouais. dit, parce que enfin, ce truc pourrait sortir maintenant, que ce soit dans la forme ou dans le fond, le truc il est il est Il fonctionne impec. encore méga bien, ouais. Ouais, ouais, on parlait du discours, il y a pas un truc qui va pas dans le discours, je me souviens d'une vague réplique à propos de vous pouvez continuer de parler entre démocrates, républicains, de toute façon, comme d'habitude, c'est les latinos et les africains qui ont tout pris. Me souviens je crois que c'est dans, je sais plus si c'est pas dans Opiate to the Mass Ouais, ou sûrement, non, c'est ouais. Abyss Caged. Je crois que c'est dans celui-là, la bête enfermée ou enfin, tu vois? De dire Ouais. qui sous-entend que, de toute façon, vous faites tout pour les laisser enfermés et ça va finir par être une bête enfermée, et quand le jour où elle sera libérée, ce sera une catastrophe, enfin, ce sera violent. Mmh. Heu, non, il y a tout qui non, non, ce truc fonctionne impeccablement, quoi, enfin est littéralement indatable. D'ailleurs, pour parler des paroles, j'avais fait une petite traduction d'ailleurs du refrain du morceau peut-être le plus immédiat, hein, c'est Ever Somber. Ever Somber, c'était le morceau le plus «pop» entre guillemets du disque. Ouais, S'il y a un morceau qu'on peut faire écouter de manière générale pour dire genre: «OK, ça ressemble un peu à ça», sans trop choquer les oreilles, c'est ce morceau-là. Mais le refrain, du coup, j'ai fait une espèce de traduction un peu, approximative, mais, tu pourrais dire genre: «Ah, c'est le morceau le plus doux», et en fait, les paroles, c'est alors le refrain: «La réussite ne dure qu'un instant, notre futur est compromis et sans aucune raison. Les mensonges grossiers de la bourgeoisie n'ont aucun sens et contaminent le néant. La haine et le désespoir s'infiltrent à chaque respiration. Notre regard se perd et nous finissons par ne voir que ce que l'on nous dit, tandis que le poids du monde pèse sur nos épaules», et voilà. Et donc, il manque juste la bon. petite couche de la guerre et tu as tout notre époque, c'est ouf, hein. Voilà, c'est là, encore une fois, combien de groupes de rap tu entends parler utiliser le mot bourgeoisie, en fait? Genre, Oui, c'est assez, le fait que ce soit même utilisé en français dans le texte comme, bourgeois, genre, c'est genre, ah ouais, quand même.
C'est pas faux. Vous êtes des gros mecs de gauche, quoi. Hem, donc ouais, c'est un groupe que je mérite encore d'être parlé, qui pour moi a un côté un peu rétro-futuriste parce que malgré le fait que ce soit indatable, tu vraiment dans un enfin peut-être pas rétro, mais en tout cas c'est un autre futur, tu vois? Ouais, C'est une réalité, c'est ancré dans la ré dans notre réalité pour tout le discours, mais musicalement tu te dis genre: «Mais ça sort d'où? Qu'est-ce que vous faites en fait? Où est-ce qu'on se trouve?» C'est vraiment un groupe à part et c'est très, très, très intéressant, je trouve, de le redécouvrir maintenant. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris une claque, en fait, en redécouvrant ce disque il y a quelques jours, ou genre la semaine dernière, en fait, quand, je cherchais, du coup, où aller avec, qu'est-ce qui pouvait aller avec Taroko. Je retrouvais ça, je disais genre: «Ah ouais, tiens», alors j'ai eu d'autres idées et puis je suis tombé sur ce disque, je me dis genre: «Putain, ça me ferait bien de parler de ce disque» et en le réécoutant, je me suis vraiment pris une énorme claque en me disant genre: «Mais en fait, il fonctionne encore méga bien, quoi». ah ouais, Hem donc n'hésitez vraiment pas à écouter les autres albums après si vous aimez celui-ci, hein, encore une fois, Abandon Language, c'est peut-être le truc, le paroxysme de leur son. Il mmh, est peut-être moins extrême, mais en tout cas, il est extrême d'une autre façon. Et puis Gutter Tactics, je trouve qu'il fonctionne encore super bien. La pochette est méga belle en plus, enfin, je l'avais acheté en vinyle à l'époque et je le trouve vraiment toujours aussi beau c'est la ce disque. verte, c'est ça? Verte bleue? C'est Ouais, c'est bleu, ça. vert, ouais, avec, le personnage, Les en mains ombre, liées au avec milieu, ouais. le et le Ouais, c'est ça. Ouais, ça d'ailleurs, c'était vraiment ouf. juste pour l'anecdote, les pochettes globales de d'Alec sont assez impressionnantes, d'expressivité, de style. C'est pas toujours la même chose, mais il y a toujours quelque chose d'assez étonnant. Sauf peut-être, moi, c'est le Asphalt for Eden que je trouve finalement très basique, enfin très Ouais. évidente, on va dire, en termes de Mmh. message comparé aux autres. Mais voilà, c'est tout. Oui, par rapport au titre de l'album, oui, ça c'est Ouais. assez clair. Dolce Philosophy, il est très, très beau. Mmh. Mais faudrait que je les refasse tourner ces disques parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais été un poil déçu, en fait. J'étais un peu dire genre: «Bah, c'est bien, mais ça va pas aussi loin qu'avant» et en même temps, il me manque quelque chose et je pense que ce qui me manquait et que ce qui manque globalement, c'est que c'est des disques de rap un peu plus traditionnels et depuis le départ d'Octopus, en fait, ils ont enfin, il le mec qui est passé après à la prod, il est pas ouais, pour moi, c'est pas assez jusqu'au boutiste, en fait, ce qu'ils font maintenant. Mais C'est je suis très curieux d'écouter le prochain quand il sortira, les singles sont pas mal et j'ai assez hâte. Le tout dernier truc qu'ils ont sorti l'an dernier, donc en fin d'année dernière, s'appelle, Hayward Dalek, qui est une collaboration avec un mec du je crois du rock, un anglais. Hem, Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Je suis pas trop accroché, mais j'ai trouvé ça quand même pas inintéressant. Donc même si, je suis plus un fan des premiers, des débuts, et surtout parce que, ben, à l'époque, voilà, moi on parlait il y a quelques épisodes de disques dont tu as du mal à te débarrasser ou de la séparer de l'expérience live. ouais. Tu parlais, je crois que c'était Bagarre, Mmh. en live c'est super efficace et hem, sur disque moi je trouve ça pas ouf, mais du coup toi tu as plus dans l'oreille les versions live. Ouais. Pour moi, Dalek, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai tellement à chaque fois des souvenirs vraiment très, très vivaces des performances en live que, que quand j'écoute le disque, en fait, je pense que je suis très biaisé par rapport à quel point le volume peut être encore plus fort. Et je comprends Ouais. d'ailleurs que tu bien aimé, hein, mais, en tout cas, tu beaucoup kiffé, mais effectivement, en live, c'est vraiment gros, beaucoup plus gros. Ah, si tu me dis que c'est beaucoup plus gros, ça me fascine parce que je trouve que déjà le son, il est tellement fort et massif, quoi. Oh là là, tain, C'est beaucoup plus physique, quoi, hein, faut vraiment pousser oui, à fond, quoi. Donc je vous encourage d'ailleurs, ils vont être en tournée dans quelques mois, parce que du coup ils vont tourner. Je pense qu'ils vont faire des morceaux de quand même de leur début aussi, tu vois? Ils vont pas faire que des trucs, récents et ça vaut le coup, hein. Je crois que je les ai vus en 2017 encore à Londres et c'était quand même bien, quoi. J'en ai pas gardé un ouais, grand souvenir, mais c'était quand même toujours bien. cool. Donc clairement, allez-y, profitez-en, ils seront en tournée, je sais plus quelle période? J'essaie de regarder du coup brièvement maintenant où est-ce que quelle période? En avril. Voilà, en avril, bah, ils seront au Roadburn, alors que je peux dire officiellement d'ailleurs qu'on fait des on fait toujours des live reports du Roadburn, cette année c'est pas pour moi. Juste parce que j'ai pas les sous. Donc vous voulez m'envoyer beaucoup de sous pour que j'aille au Roadburn, bah, je peux pas faire le Roadburn. Ouais, Mais ils vont tourner en avril, donc hésitez pas à aller les voir parce que ça vaut vraiment le coup. ouais.
Et ben, c'est bien, c'était moi, ça me dit je plus souhaite tellement d'aller voir ce groupe, aller le voir en live. Je vais donc continuer par vers Marocco et comme tu disais, il y a et au final, il y a énormément de ponts, pas tant sur le côté purement musical que plutôt sur le côté, origine et intention. Heu Thématique, ouais. oui, thématique, origine, intention, tout ça. Donc Marocco, à moi, c'est l'album Sub BPM de Soudan Archive. She's gonna flip this, fly to the moon, right back, travel the distance. She likes it when we fall, she's so sadistic. I wonder where she goes when the sun sets. She's so courageous. Just hit a scam over 90 bands, did the running man like 20 grand. Alors déjà, ça doit se dire Soudan Archive, j'imagine. Oui. Moi, je l'ai prononcé full French, comme ça au moins, si vous le tapez, vous saurez le retrouver tout de suite. Pourquoi je parle de Sablon? Alors déjà, c'est une découverte. J'avais déjà plus ou moins entendu parler de l'artiste. Donc, On avait parlé dans une. C'était l'album précédent, je l'avais mis dans un top, je sais plus lequel. Exactement. Et en réalité, c'est en faisant ça, vu comment t'en avais parlé, j'ai été fouiné plus ou moins dans la discographie et je suis tombé sur cet album. Et cet album m'a littéralement attrapé un soir, en même temps que je bossais sur autre chose. Il coche toutes les cases de ce que j'aime. Il y a un univers, il y a quelque chose, il y a un côté science-fictionnel, et c'est incroyable. J'ai été énormément envoûté. L'ouverture, pour moi, le premier morceau, et c'est une façon de te dire, viens dans mon univers. Soit vous rentrez, soit c'est pas la peine d'aller plus loin. Honnêtement, hein, dans cet album, c'est soit vous adhérez au premier morceau et tout va bien se passer, vous êtes entre de bonnes mains, soit honnêtement, c'est pas la peine de continuer. Bien sûr qu'il y a des bons morceaux, des trucs un peu différents derrière, mais l'album raconte entre guillemets quelque chose et c'est extrêmement fort, extrêmement intéressant, c'est extrêmement une forme de projection. Ça m'a énormément fait penser à Janelle Monáe, Oui. dont j'avais déjà parlé, donc j'avais recommandé aussi quasiment l'intégralité, mais surtout Lady, son album pareil, qui est une espèce d'opération fictionnelle psyché électro, dont le nom m'échappe complètement. C'est pas grave. C'est The Electric Lady. Voilà, The Electric Lady, c'est ça, je trouvais plus le titre. Et vraiment, on est dans ce genre d'ambiance, ce genre de construction. On est aussi sur ce genre de personnage. Parce que Sudan Archive, donc, est une violoniste Ouais. américaine, dont le vrai nom est de Britney Denise Sparks, qui est donc d'abord une instrumentiste classique à de formation, mais qui a une énorme culture, qui a été très vite travailler le son. Vous verrez que tout l'album, on peut sentir l'intention autour du violon, de la construction de chaque morceau, mais le mix, la production part à des kilomètres de ça. On est sur quelque chose de toujours, du coup, grâce au violon, ou à la présence, ou à l'intention autour du violon, d'extrêmement aérien, et l'artiste, du coup, propose quelque chose d'extrêmement narratif, lyrique même, on pourrait dire, que je trouve incroyable. Le morceau Bug Life est un espèce de mixte électro hyper intéressant. She's Got a Pain, et à l'inverse, lui, un mix avec une base, on pourrait presque dire jazz. Enfin, on a constamment des influences qui viennent infuser dans les morceaux, mais qui gardent l'ensemble cohérent, et je trouve ça génial. Tu parlais tout à l'heure du panafricanisme, on est aussi sur quelqu'un qui a une énorme culture de ce point de vue-là et qui le porte dans le texte, dans ce qu'elle veut raconter dans l'album, même s'il y a une portée politique bien moindre dans les textes de cet album. Vu ce que je viens de dire, vu que tu l'as déjà précisé, j'imagine que toi tu le connaissais cet album. Oui, ben, quand il est sorti, en fait, je l'avais même envoyé dans notre petit Ouais. chat. Donc, oui, moi, j'ai vraiment bien aimé ce disque. C'est un disque que je mets vraiment en lien avec Absence parce que pour moi, c'est aussi un disque très rétro-futuriste, en fait. Mmh. En tout cas, qui propose un futur alternatif. Parce que d'un point de vue électronique, en fait, c'est techno, en fait, je trouve qu'il mélange plein de choses qui sont assez datées, mais il propose un mélange, en fait, et une histoire qui est encore très science-fictionnelle, hein, et donc du coup te place dans une réalité alternative.
Donc l'histoire d'ailleurs, brièvement, donc c'est l'histoire de Gadget Girl, Oui. qui, à travers le disque, à un moment, donc va vivre, c'est toute une vie, en fait, plusieurs vies même, puisqu'elle va mourir, rencontrer sa version plus jeune, va être corrompue, va se mourir, se noyer et ensuite, part, et s'en débarrasse de tout ça sans que rien n'ait arrivé. Donc c'est vraiment un énorme parcours. La pochette même, pour moi, évoque énormément Ghost in the Shell. Oui, 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 là Ce qui, en soi, pour moi, du coup, crée un parallèle encore plus profond avec avec Ghost in the Shell, puisque le film de Mamoru Oshii, en fait, montre un petit peu ce parcours, puisque le personnage, heu, du coup, va questionner son existence, se retrouve, du coup, fusionne avec quelqu'un d'autre pour rencontrer, du coup, et devenir sa version plus jeune d'elle. Et puis, finalement, voilà, va continuer de vivre, si on considère que le film s'imbrique après dans la série et dans les films suivants. Donc, c'est vraiment pour moi un film très, enfin c'est pas un film, mais un disque très Ghost in the Shellien. On est vraiment dans le cyberpunk à fond, ouais. ou en tout cas ce genre de futurisme. Et je trouve que c'est super. Il y a par exemple un truc énormément intéressant autant dans l'usage donc, du coup de violon et de sa voix et de la production, et sur le fait que elle utilise encore de l'autotune pour modifier sa voix, alors qu'elle en a pas vraiment besoin, toi, pour ajuster sa voix. C'est Mmh. vraiment dans l'effort de faire une voix plus robotique. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a véritablement l'utilisation de se dire genre: «Je pousse pas juste l'effet pour faire en sorte que ça donne l'impression que je chante plus juste, mais pour vraiment appuyer le fait qu'il y a une autre voix, il y a une autre, il y a une autre narration». C'est un disque où tu as vraiment, une fois que tu plonges dedans, tu as de plus en plus de couches, en fait, à découvrir, autant dans les constructions des morceaux que dans la manière dont le disque s'articule. Ça, tu commences avec des trucs beaucoup très positifs, très enjoués, puis tu arrives vers un peu la moitié, la deuxième moitié du disque avec David and Goliath, où tu te retrouves avec un mélange de violon et de sirène, un espèce de Ouais. virage dramatique, t'as l'impression d'entendre comment dire, une crise de panique électronique, un moment de panique cybernétique, quoi. C'est vraiment un morceau où le disque prend un revers et puis il va globalement ensuite se réorienter vers la fin, vers d'abord le morceau Miss Pac-Man, où tu as l'espèce comment dire, de discours euphorique où tu as l'impression qu'elle est totalement bourrée en fait. Et donc elle chante comme si elle chantait bourrée en même temps en disant genre allez c'est bon on baise, viens chez moi ça va bien se passer. Et le morceau à la fin, Heaven Knows, où t'as t'as l'espèce de chœur, qui sont interrompus par un espèce de clavier 8 bits, complètement déglingué. C'est un disque méga, méga riche. Euh, je suis très étonné en fait que je n'ai pas entendu tant que ça parler en fait. Ah non, je suis d'accord. Après sa sortie, bon, il est sorti sur Stones Throw, donc c'est un label quand même indé, voilà, une bonne position. Je pense que ça s'est vendu correctement, tu vois, rien que les gens qui sont curieux par Stones, intéressés par Stones Throw, ils vont acheter obligatoirement, quoi. Mais, mais c'est un disque, en fait, qui a quand même beaucoup de gros bangers, quand même. Genre Bugs Life, par exemple, tu t'en avais Mmh. mentionné. Pour moi, Bugs Life, c'est vraiment peut-être le gros hit single de l'album. Mais parce que pour moi, il a un côté très genre Madonna des années 80, mais remixé à la façon des années 2000. Ouais. C'est pour moi le truc que je trouve très intéressant dans ce disque, c'est que quand il utilise la technologie, il l'utilise d'une manière très décalée. Et donc, du coup, t'as pas l'impression que quelqu'un essaye de se projeter vers l'avant, mais plutôt se protéger vers une réalité alternative, le futur alternatif, quoi. Et, euh, et pour moi, ouais, Bugs Life, c'est l'impression d'entendre de la Deep House, une remix Deep House Mmh. année 2000 d'un titre de Madonna, quoi. Sans c'est Genre, marrant, ouais, ce il que y a un tu côté dis, très mais Vogue en fait, c'est assez cool. il y a aussi une forme parce que l'album date de 2025, c'est une sortie de l'année, Ouais, heu, dernière. dernière, oui, pardon, oui, l'année L'année au sens passée, au de début l'année en 2020. de l'année glissante. Voilà, Je sais ça. plus comment on dit, mais voilà, et c'est vrai que moi j'ai été, comme toi, il y a l'album, la sonorité évolue, mais assez paradoxalement, malgré l'énorme capacité de dire: «Eh, ça sonne comme»,
il y a toujours la sensation d'être un album de notre époque qui n'est pas juste un revival et qui construit son intention, quoi, son discours, son narratif. Ouais, non, ça picore, ça emprunte. C'est vraiment le côté genre: «OK, bon, bah, je vais construire ma version du futur, mais avec des trucs du passé, en fait». Ouais, c'est Et vrai, c'est c'est vraiment très, très bien foutu de ce point de vue-là. Tu tellement d'idées, en fait, par morceau. Quand tu t'écoutes le disque de manière globale, hein, il paraît très cohérent. Mais en fait, quand tu te penches sur chaque morceau de manière individuelle, tu trouves qu'il y a toujours, chaque fois, des angles différents. C'est d'ailleurs pour ça que le disque, même s'il fait un peu moins d'1 heure là, une cinquantaine de minutes, moi je le repasse, je me suis le repassé me le suis repassé très facilement en fait, et très fréquemment. ouais, Parce non, qu'à chaque fois tu as toujours quelque chose qui va te piquer l'oreille, qui va dire genre: «Ah attends, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on est arrivé là?» Hem, il y a des films qui ont moins d'idées en fait. oui, Il y a des blockbusters qui ont moins d'idées qu'en 50 oui. minutes de ce Alors, disque. si tu attaques les blockbusters, c'est même sûr et certain, mais passons. Hem, En vrai, je voudrais juste te rappeler un tout petit quand même détail, par rapport à l'artiste. On a dit qu'elle était, j'ai dit qu'elle était d'origine californienne, enfin américaine. Elle a quand même une énorme, culture, africaine au sens très, très large. Elle a de par ses parents, si j'ai bien compris. Je suis pas tout à fait sûr, mais, elle a toujours baigné dans le panafricanisme et dans le fait de la culture noire africaine américaine. C'est assez important parce que c'est pas toujours le cas de tous les artistes dont on parle qui sont noirs américains. Voilà. Oui, afro-américain, c'est sûr, ouais. Voilà, Hem, c'était juste je voulais juste envie de le préciser parce que, enfin, on parle d'une instrumentiste de violon qui est ultra classique dans sa formation et qui va vers ce type de création et je trouve ça incroyable, quoi. Juste Moi, incroyable. je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Moi, je l'avais découvert, parce que j'aime bien Stones Throw, j'avais écouté le 1er EP à sa sortie, j'avais trouvé ça cool. Ça m'avait pas tant que ça séduit, mais j'avais bien aimé, et c'est vraiment fascinant de la retrouver plusieurs années après, genre, je crois le premier il est sorti en 2017, et en 2025 tu la retrouves comme ça, tu te dis genre: «Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi?» Ouais. Et en fait, ce qui se passe juste, c'est qu'elle s'affirme de plus en plus, elle expérimente de plus en plus. Hem, et il y avait un artiste dont on avait parlé il y a plusieurs saisons de ça, qui s'appelle The Koreatown Oddity, qui est un rappeur qui fait beaucoup aussi de la mise en scène de sa propre vie. Et sur l'album de Little Dominic Nosebleed, en fait, elle est en guest dessus, mais pas pour un guest de genre: «Ah, je fais du chant clair ou je fais de la prod», mais elle jouait le rôle, en fait, de sa mère. Donc il y avait une voix qui intervenait plusieurs fois, c'était, Sudan Archive qui interprétait la voix de la mère du coup de Koryota Modity, et c'était vraiment, enfin, c'était très bizarre quoi, mais elle a cette manière de se mettre en scène, de jouer, d'incarner des personnages, et du coup de vraiment de se mélanger sa propre expérience à une expérience fictionnelle, qui est vraiment prodigieuse, quoi. Et tu te retrouves avec, un disque comme, voilà, The BPM qui est totalement, où tu sais plus trop exactement où est-ce que se place son propre point de vue et son expérience, Ouais. et l'expérience fictionnelle, mais il y a toujours quelque chose de très prenant, en fait. C'est Ouais, c'est un disque, je suis content que tu en aies parlé parce que et que tu l'aies choisi, parce que je c'était un album qu'on a je trouve, on n'a pas tant que ça parlé durant l'année dernière. Je n'ai pas trop entendu parler en dehors Et j'ai eu beaucoup de de ce mal que à j'avais pu trouver des voir. reviews ou des critiques, J'ai vu une interview d'elle, donc mmh, sur, The Line of the Best Fit, donc où j'ai trouvé quelques citations justement, mais effectivement, il y a, enfin, à part ça quoi, pas du tout, quoi. un très bon article, moi, sur the NPR, Ah oui, .org, forcément. qui justement, reprenait l'angle justement pardon, reprenait l'angle de la techno-dystopie, comme il le dit, avec finalement, dans un futur qui imagine un futur qui va nous libérer, parce que c'est pas trop le cas en ce moment, justement par rapport à toute la question des technos et qui se place sous l'angle technologique, mais pas sous le même que le nôtre. On est plus proche d'un cyberpunk à l'ancienne, selon lui, hein, je précise, que sous l'angle de la techno comme on a nous la sert soi-disant en ce moment, quoi. Voilà. C'est vrai C'est que hyper intéressant, je le conseille vivement. ça revient d'ailleurs sur ce dont on parlait même avant l'émission, c'est on trouvait que tous les 2 que l'état de la technologie actuelle fait que ça devient extrêmement oppressant. Tu as tout le temps plein de publicités constamment, et qu'il y a de plus en plus, en fait, paraît-il, de jeunes, en fait, qui se tournent vers les vieilles technologies ou Mmh. vers le Blu-ray, même le DVD, tu vois? Parce que justement, tu es tranquille.
t'as pas de pub constamment qui vient interrompre le cours de ton Ouais. film. Tu peux regarder quelque chose et tu vas jamais être interrompu. Et d'ailleurs, j'ai écouté un autre podcast récemment et il y avait une nana qui parlait du fait qu'elle jouait sur une PS Vita, tu vois. Mmh. Alors c'est une nana qui a la trentaine, tu vois, mais juste pour une PS Vita, les PS Vita, c'est plus, enfin, ça a craché, ça a pas marché, tu vois, la PS Vita, mais elle est toujours sur PS Vita, tu vois. Mmh. Parce que voilà, sur PS Vita, t'as un nombre limité de jeux, ok, mais t'es pas emmerdé par 1000 pubs, 1000 appels à la consommation constamment. Ouais. Tu peux jouer ton jeu tranquillou. Et je trouve que justement cette manière de revenir vers la vieille technologie, comme le fait Sudan Archive, ben t'es face en fait à un phénomène de retour vers une autre version de la technologie, celle qui est moins oppressante, celle qui est pas en train de nous espionner constamment. Ouais, Genre ouais, non. enfin, la nouvelle technologie maintenant, c'est les lunettes méta, tu vois, le truc le plus oppressant possible, avec où tu vas être filmé et analysé constamment, quoi, genre trop Voilà. bien. Je conseille Heu, vivement le dernier article sur le fait que les lunettes Meta, enregistrent absolument tout et dont même constamment, et qu'une partie, voire une très, très grosse partie de ces fameuses images soi-disant, contrôlées sont envoyées pour analyse directe par des gens qui regardent vos images au Kenya. Il y a c'est cherchez bien l'article, ahurissant. c'est ahurissant de penser que, ce niveau d'acceptation, de partage de données personnelles et qu'il y a des gens se coltinent, vous en train de faire pipi si vous avez porté vos lunettes en même temps, quoi. Enfin, et là, je suis poli quand je parle que Ahurissant. de ça. C'est juste ahurissant. Les lunettes méta, c'est vraiment c'est l'antithèse de la bonne technologie. Ouais, non, Enfin mais bon, voilà, là, j'espère on que dérive très fort, là. ouais, mais j'espère que ça va cracher d'ailleurs ce truc. Mais d'ailleurs, justement, on voit le fait de repartir vers la techno finalement, ou les trucs technologiques des années 2000, Mmh. c'est même plus rassurant, tu vois. C'est genre, ah, la vieille technologie, quand même, au début de Spotify, on trouvait que c'était cool parce que c'était quand même sympa d'avoir accès à toute la musique, tu vois. Ouais. Avant qu'on se rende compte que Spotify c'était nul, tu vois. Genre, cette époque bénie, tu te dis genre, ah bah, enfin, moi, en fait, d'ailleurs, en 2000, en fait, c'était même pas l'évolution de Spotify, c'était le truc encore mieux. Je sais pas si toi t'as vécu ça, mais les blocs de MP3. Oui, les Napster C Vanco. C'était génial, les blocs de MP3. T'avais des trucs, tu allais sur des plateformes qui étaient en plus fournies par Google, quoi. Genre, c'était le flou artistique complet d'un point de vue légal. Et Oui. genre, c'était genre, ah, Alors, tu vas sur le site, et puis en fait, t'as des liens vers Mediafire et tout, et tu vas charger des disques. J'ai découvert des tonnes de trucs. Enfin, mon alors, groupe à il y l'époque avait a il y avait sorti son pas premier disque à l'époque, et on s'est fait télécharger à don par plein de gens qui nous ont découvert. C'était génial, quoi. non mais attends, il y avait pas de flou artistique, c'est juste que personne dans l'industrie pensait que ça valait quelque chose. Nuance. Ouais, ok, voilà. Bon. Mais justement, pour moi, c'est le flou artistique, c'est quand les gens regardent, c'est genre, bah, bof. Ça a pas l'air légal, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, mais enfin bon. Mais donc, du coup, Hem, oui, donc Revenons bref, tout ça, à The BPM de Student Archive de qui est donc un 2025, super disque. qui est donc un vraiment excellent disque, qui est pour le coup à mettre entre n'importe quel type d'oreille. On est, sur pas je veux pas utiliser le mot easy listening, mais sur quelque chose d'extrêmement, fluide. Voilà. Plus ou moins, en fait. C'est-à-dire que J'ai dit fluide, j'ai dit fluide. oui, fluide. C'est-à-dire que, effectivement, c'est plus ou moins easy listening. C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, quand tu prêtes pas trop attention, tu vas entendre beaucoup, voilà, de mélodies et tout, et donc ça passe. Mais en fait, plus Ouais, tu regardes un peu au stéthoscope les morceaux, plus tu te dis genre, pourquoi tu as eu l'idée de faire ça et ça? Ça devrait pas avoir de sens. Ça marche, c'est incroyable, ouais. mais ça devrait pas nécessairement avoir de sens. Ah non, mais c'est parfaitement ça. Je te propose que, nous passions à notre petit truc en plus qui n'est pas si petit que ça. Bah non. Eh Donc bien, c'est toi qui l'as suggéré. oui. Il s'agit alors par contre j'ai pas la date. Ah si, j'ai la date, je suis con, c'est écrit sous mes yeux, pardon. Il s'agit d'une série de 3 podcasts et demi, vous comprendrez après pourquoi je dis ça, qui parle de MF Doom, qui s'appelle Long Island to Lead en langue anglaise, qui a été produit par la BBC, qui est sorti depuis le 9 février, le 10 février au total pour toute l'intégralité des épisodes. Il s'agit d'un premier podcast d'intro de 2 minutes et de 3 podcasts de 20 minutes. 5. Moi j'ai Il y a 5 épisodes. alors moi je n'en ai que 4 avec l'intro, hein. Ah bah non, non, je peux t'assurer qu'il y a 5 épisodes. Alors moi je les ai vus sur le site de la BBC. Bon, je suis pas arrivé au bout, je précise, hein. Moi je n'en ai que 4. Ah bah, je crois que peut-être j'ai chargé un peu plus, mais en tout cas, je l'ai écouté en entier, et Bon, bon bah, bah, donc c'est de toute 5 façon, épisodes, oui. heu qui retracent, bah, de façon, très simple comment dire?
le parcours à travers, d'MF Doom, comme tu vois comment tu je trouve que c'est C'est trop raccourci. c'est, alors c'est une tentative de présenter MF Doom sur un angle, non pas nécessairement artistique, mais, de sa personnalité et de ce qui la rattache à l'Angleterre. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, ça c'est voilà, très bien, voilà, lui il a raison. Mais en gros, le truc avec MF Doom, c'est que donc c'est un rappeur, américain, donc qui a fait sa carrière globalement aux États-Unis, qui est connu comme un rappeur de la scène américaine, dont le frère était, et avec son frère qui était Sub Rock, ils avaient un groupe qui s'appelait KMD, qui était très, très pote avec tous les mecs de La Soul, Tribe Called Quest à l'époque. Puis qui a eu un accident de parcours, on va dire, non seulement le décès de son frère dans un accident de voiture, mais en plus, il s'est retrouvé à la rue. Deuxième album de KMD en plus n'était pas sorti à l'époque, donc il y a eu aussi un gros problème d'un point de vue voilà, financier et tout, et artistique. Et donc du coup, il est revenu après sous le nom de MF Doom, et il a commencé sa carrière, et il a révolutionné le rap indé, tout simplement. Mais ce que l'angle que prend les deux commentateurs de la BBC, en l'occurrence, il s'agit de Adam Beatty et du DJ de la BBC Six, DJ Afodochi. En fait, ils ont pris l'angle du qu'est-ce qui le rattache à l'Angleterre, parce que ses parents, en fait, il est né en Angleterre, donc son passeport était du Royaume-Uni. Ensuite, ils l'ont emmené aux États-Unis où il a vécu. Et en fait, sa situation, du coup, était toujours un peu floue d'un point de vue légal. Et étant petit, il a pas eu de problème. Et il a essayé de réguler la situation, mais c'était pas un type qui a vraiment. Enfin, c'est un type qui, je pense, prenait les choses un petit peu toujours, pas à moitié, mais euh, était toujours un petit peu genre l'esprit toujours tourné vers l'ailleurs, la créativité, donc ça n'intéressait pas spécialement nécessairement de gérer les choses, et surtout il n'a pas compris à l'époque, avant de partir en tournée européenne, que ça allait avoir un véritable impact. Pour lui, bah voilà, il avait vécu aux États-Unis, il était américain, et puis point barre, tu vois, même s'il savait que officiellement c'était pas le cas, il pensait pas que ça lui posait problème. Et il s'est trouvé que, le podcast du coup brosse de manière très 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 rapidement les débuts artistiques de MF Doom, pour aboutir à il se barre en tournée européenne vers 2011, et il va se retrouver en fait bloqué à la douane parce que son passeport ne correspond pas du coup à enfin il dit affirmer genre bah oui j'habite aux États-Unis, mais les mecs de la douane ont fait genre non, c'est pas légal, en plus vous avez un casier judiciaire, donc Mmh. on vous interdit le passage. Et ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on bloque le passage à la douane, en fait, une seule fois, ça y est, c'est sur ton casier, enfin, c'est enregistré, et ça devient extrêmement compliqué de pouvoir justifier ensuite de pouvoir rentrer aux États-Unis. Et donc, du coup, il va finir sa vie, ces 10 dernières années de sa vie, vont être passées en Angleterre, et plus particulièrement à Leeds. Donc, il y a une ville qui est assez proche de Londres, mais quand même un peu plus, pas juste une banlieue de Londres, quoi. C'est une ville à part, mais pas très très loin de Londres. Et une ville en plus plutôt, comment dire, working class, tu vois, c'est vraiment pas totalement, pas du tout là-dessus londonienne, très voilà, chic et riche. Et tu te retrouves avec un type du coup qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, et qui se retrouve obligé en fait de passer 10 ans de sa vie jusqu'à son décès euh, dans un pays où il a jamais vécu. Et donc il y a plein de dimensions en fait sur qui essaie d'analyser le podcast. D'une, la dimension du coup de l'immigration, mais aussi de la dimension de l'identité, et en plus de la dimension quasi mythologique que MF Doom a toujours essayé de créer. Mmh. Puisque le type jouait toujours derrière un masque, euh, utilisait parfois, ou en tout cas à quelques occasions, à envoyer des gens, d'autres personnes sous le masque pour pouvoir faire des représentations. Donc il a toujours un peu cultivé cette espèce de mystère, l'aura du super vilain, la mythologie du super vilain, c'est quelque chose qui s'est toujours approprié. Et ça rend d'autant plus, encore plus compliqué,
l'analyse et la compréhension de son parcours, de qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ces années de ces années en Angleterre, en fait. Et le podcast fait un boulot introductif qui, à mon avis, est introductif, mais aussi, comment dire, d'investigation, qui est assez intéressant quand tu connais bien Ouais. le travail d'MF Doom, mais qui est difficile à conseiller en revanche si tu connais pas du tout MF Doom. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. il y a des éléments du podcast, si on maîtrise bien l'anglais, qui sont assez intéressants, mais alors il y a d'autres choses, à mon avis, qui vont vous passer totalement au-dessus de la tête si vous connaissez pas le bonhomme. Donc c'est assez, c'est un podcast un peu comment dire? Qui est un peu entre le cul entre 2 chaises et qui réussit pas nécessairement à faire, ce qu'il promet. C'est-à-dire que d'expliquer pourquoi, le Doom est allé de Long Island, donc aux États-Unis, à Leeds, puisqu'ils ont pas la réponse. Mais il montre en fait justement aussi qu'ils ont pas la réponse, mais parce qu'en fait, le type a volontairement toujours voulu un peu tout dissimuler, en fait. Et c'est assez intéressant du coup, quand on est intéressé par la mythologie du personnage, de découvrir cet angle d'attaque parce que autant, bah, c'est la BBC, autant ça reste quand même un projet alors qui a mentionné qu'en fait, qui fait partie d'une initiative de laisser d'autres personnes en fait que des gens pros en fait faire du podcast. Donc autant Air Produci voilà, c'est l'habitude de la radio. Adam Beatty, c'est pas un spécialiste, c'est pas un type qui fait notamment de la radio et du podcast, donc du coup, c'est des gens à qui on a confié, en fait, cette tâche de dire genre: «Bon, prenez un sujet et faites-nous un truc, mais du coup, proposez-nous quelque chose que qu'on ne proposerait pas nous». Et tu te retrouves, du coup, avec un podcast qui est un petit peu approximatif, mais en même temps qui, par cette approximation, en fait, amène vers, ouvre des pistes plutôt intéressantes, notamment, les gens qui sont interviewés, c'est pas des gens qui sont interviewés qu'on peut retrouver, par exemple, l'interview dans le bouquin qui est sorti sur Doom, dont on a parlé l'an dernier. Mmh. Heu, il y a une grosse biographie sur MF Doom qui est sortie l'an dernier et bah, aucune des personnes qui sont interviewées dans cette série de podcasts, en fait, ne n'est interviewée dans le bouquin. Et pourtant, c'est des gens qui sont plutôt intéressants, notamment, bah, MC Paul Barman, qui est un mec qui est assez connu, en fait, dans le milieu indé, mais vraiment, enfin, qui est là, pour le coup, l'indé de l'indé, quoi. Qui est vraiment les mecs un peu bizarroïdes de l'indé. Mais que t'as un pote, du coup, de MF Doom, et qui volontairement, durant l'interview, explique bien que, genre, il a peut-être la réponse de la raison pour laquelle Doom, après être coincé en Angleterre, s'est installé à Leeds, mais qu'on lui a fait promettre de rien dire, donc il va rien dire. Est-ce Les qu'il sait quelque chose ou est-ce qu'il fait semblant du coup d'ajouter à la mythologie? Ça tu peux pas savoir. Et ça c'est vraiment c'est le jeu des Doom, c'est que je pense que tu peux pas même jusqu'à sa mort, après sa mort, personne ne va jamais rien dire parce que les gens respectent trop le la mythologie du bonhomme. Il y a un mec qui est interviewé d'ailleurs dans la série de podcast qui est, Romesh Ranganathan, qui est un comédien anglais qui est assez populaire en Angleterre et qui est un gros fan de rap, il a fait des apparitions dans des trucs de rap indé, américain, c'est vraiment un gros passionné de ça et il est interviewé dedans pour expliquer que genre, ah ouais, quand tu es fan de Doom, tu apprécies en fait le fait de pas vraiment savoir en fait. Tu veux ouais. savoir, mais en même temps tu as pas vraiment envie de savoir. Et c'est un type dont le statut, alors depuis son décès, ça a peut-être un peu changé parce que du coup on en a plus parlé, mais avant ça en fait, c'était vraiment le symbole de ralliement des gens qui étaient dans le rap indé. C'est-à-dire que genre tu fan de Doom, genre: «Ah OK, tu un vrai quoi». Tu t'es intéressé par ce mec-là, donc qui est un mythe humain, un mythe vivant dans le milieu. Ok, c'est-à-dire que tu sais de quoi tu parles, ou en tout cas tu sais reconnaître ce que c'est que la qualité. Mmh. Enfin, les images complètement folles de la rencontre entre du jeu Doom et Tyler the Creator quand il est encore super jeune et Earl Sweatshirt le traduit super bien. Les gamins, genre, c'est des ados et genre, il rencontre Doom et Doom, genre, ouais, salut, ça va? Et genre, super naturel et tout, et eux sont genre, tu vois leur tête, quoi, ils tressautent après ils sont filmés par une équipe de télé, et genre, ils sautent partout, quoi, ils sont genre, putain, le rencontrer, c'est ouf, quoi! Alors que c'est pas du tout, enfin, c'était pas une méga star, tu vois? Enfin, justement, il a fini sa vie, justement, dans un coin un peu paumé, personne n'est venu vraiment enfin, il y a pas eu de mouvement politique pour faire en sorte
d'appeler les autorités, de dire genre allez faites quelque chose pour cet artiste américain, enfin faites en sorte de régulariser sa situation. Il y a rien eu de tel qui a été fait. Alors que bah, son talent est tellement reconnu que, comme il le mentionne dans le podcast, il y a un de ses morceaux qui était sur une des playlists de Barack Obama, tu vois. Ouais, non, mais et on en a quand on avait parlé de, bah, du un quand on avait fait c'est moi qui avais fait une reco sur un de ses albums. Je crois que c'est Alors, au toi, tout début du podcast, c'est tout moi début. qui avais parlé C'est de toi, c'est juste ça. après le décès de Doom, on avait parlé de Matt Villain, C'est justement. ça, Matt Villain et puis quand tu avais reparlé du coup de sa BO, de sa quand on avait reparlé de sa Biographie. biographie là qui est absolument superbe, tant l'objet que le contenu, heu, on est quand même sur quelqu'un, qui était quand même fondamentalement à vif dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, heu, qui avait, une démarche qui était très, à la fois, revendicative, mais en même temps avec une forme de timidité qui était extrême, quoi. Il avait une double attitude, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Je dois t'avouer que, moi, comme je dis, j'ai pas été jusqu'au bout du podcast pour l'instant. Il me manque au moins donc une partie. Le coup de Paul Barman qui dit, c'est Paul Barman? Oui, c'est ça, Ouais. MC Paul Barman qui dit, «Je sais pourquoi il était, mais j'ai pas le droit de le dire». Ou C'est dingo, ouais. Ça tu prend j'ai fou, fait: quoi. Mais genre, ah, bah non mec, auc enfin, soit tu as quelque chose à dire et c'est pertinent de le dire, soit enfin, le vrai truc qui m'agace avec ce genre de choses, c'est que c'est du lard ou du cochon? Il sait vraiment ou c'est juste qu'il se fait mousser? Parce que, enfin, je mais sais pas, je pense pas qu'il se fasse mousser, justement. Je pense parce que pour le coup, après, depuis la sortie du podcast, j'en ai pas vu des gens commencer à parler alors, plus de lui, en fait. C'est c'est vrai. juste. Faut voir aussi, Doom avait réussi quand même son tour de cacher son décès, même à ses amis les plus proches, pendant Ouais, 2 mois au moins, quoi. Quand il est ouais, décédé, son décès a été annoncé à la fin de l'année, alors qu'il était mort en octobre, un truc comme on ça. avait évoqué Il ce y avait truc au moins super chelou, ouais. C'était complètement fou, mais justement parce que je pense que c'était sa volonté, de dire genre: «Non, non, non, mais enfin, je veux que voilà, qu'on trouve le meilleur moment, en fait, pour annoncer que ça a le plus d'impact, donc on va le faire à la fin de l'année». Ouais, Mais par exemple, dans le bouquin de la biographie de Doom, une personne qui n'est pas du tout qui est mentionnée, mais qui n'est jamais interviewée et je pense qu'elle a refusé, c'est sa femme. Elle a oui, jamais parce que je pense qu'elle a beau gérer ses affaires, ils sont vraiment en mode genre: «Non, non, mais on répondra à rien» parce que ça contribue plus à l'image du bonhomme mmh, de je vois ce que rien tu veux dire. dire plutôt que d'en parler. Mais Le tu sais, sur l'image du bonhomme, comme tu dis, tout à l'heure, tu évoquais ça vaguement, mais il était le grand public, c'était pas, la méga star, comme tu disais, par contre, dans le milieu, il avait une aura démentielle. Oui, bah oui, t'écoutes Démentielle, les honnêtement, disques, ils il sont fous, quoi. le nombre de gens qui le citent de notre génération, d'encore maintenant sur des albums, alors qu'au final, à l'époque, il était pas si célèbre que ça. Célèbre au sens du grand public, au Ouais, sens ouais. même des fois du public de la niche. Heu, non, non, il avait une aura, dans le milieu, une aura technique et de style qui était démentielle. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que et qui est justement, un truc que tu trouves que grâce à ce podcast, c'est qu'en fait une des personnes qui a révélé que Doom était à Leeds, c'est pas du tout un mec des fans de rap, en fait, c'était un gars qui faisait un fanzine sur le football, en fait. Et qui a eu vent, en fait, parce que justement Doom fréquentait les bars de Leeds et qui a eu vent du fait que genre: «Putain, il y a Doom qui est là, quoi» et donc du coup, il y a eu une petite couverture dans ce fanzine et qui a du coup, fait parler un peu dans le milieu rap indé, disons genre: «Putain, il est à Leeds, Doom! Qu'est-ce qui se passe, quoi?» Il a jamais vraiment fait, part de sa présence sur place pour faire plus de presse ou autre. Il y a même d'ailleurs un extrait d'ailleurs super intéressant d'un d'un témoignage autour d'un passage de Doom à l'époque de la sortie de l'album JJ Doom, donc la collaboration avec Jano Jarrell. Il a fait un passage à la radio anglaise, dans une petite émission de radio anglaise et il est arrivé genre masqué et on lui a dit genre: «Ouais, vas-y, tu viens» et en fait, il pensait faire juste une session, voilà et en fait, il a dû faire une interview et en plus faire un live avec des vrais musiciens, enfin Mmh. Live avec des session. voilà et il a fait du coup une session, mais quand il est arrivé, du coup, il faisait tellement semblant de tout que genre dans l'interview, quand on lui demande genre: «Oui, vous avez déjà fait ça?» Il fait genre: «Ah ouais, j'ai fait ça quelques fois avant», enfin
c'était pas le cas. Il a fait tout l'interview masqué et après il a été filmé et il a été enregistré en train de faire sa session live avec des musiciens, genre alors qu'il y avait pas eu de répétition ni rien. Il a du tout improvisé, mais il y a tout le faire semblant de Doom, c'est vraiment le côté genre bon, je maîtrise pas mais c'est pas grave. Ouais, mais je te dis, On va faire en sorte. Donc, il essaye toujours de trouver des moyens de rétablir et de dire genre non, mais en fait, non, tout va bien. C'est assez dingo en fait, je te comment il dis, gère, c'est comment en il gère les ça, moi, que choses. on dirait la forme d'un gars extrêmement timide, mais qui a besoin ou envie de partager malgré tout. Tu vois, c'est en ça que je trouve son Ouais, attitude et c'est ça qui me fait dire, moi, enfin, me pousse cette toute petite analyse du personnage qui me fait dire, c'est quelqu'un qui avait une envie absolue de partager ce qu'il était capable de faire, mais à côté de ça, qui avait le pendant qui était le pendant le pire possible dans le même genre, c'est-à-dire une timidité presque maladive et du coup qui se combattait lui-même pour avancer et pour voilà, se mais montrer. Le masque, c'est une façon de dire: «Je suis là, mais je suis pas là». Enfin, tu vois? ouais. C'est comme je dis, c'est une interprétation très personnelle. Voilà. Et je pense que c'est assez juste, hein. Il a trouvé toujours les moyens détournés, en fait, de reprendre le dessus sur ce qui l'empêchait vraiment de faire ce qu'il voulait faire. Et Mmh. donc, ouais, de créer une mythologie, de se créer un masque, d'utiliser plein de pseudonymes différents, quitte à avoir des projets où il utilise le différents pseudos sur le même disque. C'est quelque chose d'assez fou. D'ailleurs, depuis, hein, il y a des mecs, hein, qui continuent le fait de mettre des masques. Il y a Ouais. un rappeur Mach-Hommy, qui porte toujours un bandana sur tout le visage, donc il y a jamais eu de photo de lui qui est sorti sans rien. Et donc du coup, il a été invité à un dîner. J'ai vu une anecdote, je sais plus où, Mach-Hommy, en fait, avait été invité à un dîner et il a envoyé quelqu'un d'autre. Il a envoyé un de ses potes, en fait, avec un Ouais, masque. tu m'en avais parlé de ça, c'est ouf! Et le mec après a témoigné, il disait genre: «Ouais, bah, tu aurais dû y aller, hein, parce que moi j'étais assis à côté d'un directeur d'entreprise, je me suis fait des bonnes connexions». Mais genre ouais, les gars continuent de dire genre: «Bon OK, non, c'est la voie à suivre. L'anonymat, en fait, c'est il y a que ça de vrai». Et Doom, ouais, c'est vraiment ça. Du coup, il a pu faire, ben, paradoxalement, il a pu, du coup, passer les 10 dernières années de sa vie, dans un anonymat et avoir le calme et du coup, pouvoir faire ce qu'il enfin, pas faire ce qu'il voulait et en même temps bénéficier, d'une vie un peu plus paisible, mais en même temps éloigné de sa famille. Alors la tragédie d'ailleurs qui est quand même mentionnée dans le podcast, c'est qu'il est mort en Angleterre et donc pas aux États-Unis et en fait, ses parents sont d'origine caribéenne et vraisemblablement, en fait, les raisons de son décès sont dues à l'utilisation d'un médicament dont les gens d'origine caribéenne ont, paraît-il, une tendance à avoir une certaine, Fragilité, fragilité, ouais. Ce qui est très connu aux États-Unis, mais pas tant que ça en Angleterre. Ce qui est vraiment paradoxal d'ailleurs, parce que, enfin, il y a vraiment mmh beaucoup de personnes d'origine caribéenne en Angleterre, quoi, genre, c'est pourtant bien connu. Mais, vraisemblablement, en fait, ils lui ont utilisé un médicament qu'il aurait pas nécessairement qui aurait pas nécessairement été utilisé aux États-Unis et il est décédé des conséquences de ça. Ce qui a été d'ailleurs reconnu malheureusement par une enquête de la NHS, donc des services médicaux anglais, donc Mmh. c'est même pas une théorie foireuse, hein, c'est vraiment un truc qui a été confirmé par la suite en disant genre: «Bah oui, on a merdé, quoi». Donc Ouais, ouais. c'est c'est tragique parce que du coup, il a vraiment été complètement bloqué alors que, bah, tu vois des mecs comme Lil Wayne, par exemple, qui ont fait, les pieds et des mains jusqu'à prendre des photos avec Trump pour pouvoir, libérer des gens ou avoir, genre on avait parlé de 21 Savage, par exemple, qui avait Oui. eu des problèmes justement d'immigration. Bon, bah, voilà, Doom, en revanche, à ce moment, de manière assez incroyable, peut-être parce que lui ne voulait pas trop en parler ou peut-être parce que les gens savaient pas comment faire en sorte de créer le buzz ou peut-être que Doom ne voulait pas, attirer l'attention. Ça restera encore un grand mystère, mais donc du coup, bah, il est décédé malheureusement dans des conditions qui est assez déplorables alors que, ben, il aurait été ailleurs, ça aurait été différent. Oui. Mais, du coup, le podcast fait quand même un bel effort d'essayer de retracer l'évolution du mec et de dresser un portrait assez intéressant du bonhomme, autant par des témoignages donc de gens avec qui il a bossé, que de mecs qu'il a juste côtoyé très brièvement, comme la fameuse session photo qui est devenue culte, de Doom en fait avec des voitures, télécommandées. Oui, oui. C'est tout le passage sur cette interview-là est assez intéressant parce que du coup, c'est l'œil d'un photographe qui avait été du coup dépêché pour, interviewer et prendre Doom en photo et qui expliquait genre: «Ouais, voilà, j'ai déjà pris des photos des rappeurs et autres, tu vois? Tu les vois arriver, ils ont généralement un petit cortège de potes et puis ils vont un petit peu essayer de se mettre en scène, d'une manière très, un peu, genre, bravache.
Alors que là, c'était juste un mec qui arrivait masqué, qui avait l'air d'un papa, qui est venu avec son fils, et c'était juste, voilà, il s'éclatait à jouer avec les voitures télécommandées. Mmh. Et d'ailleurs, paraît-il qu'il y a des gens du coup, et potentiellement des gens du coup qui ont un magasin de voitures télécommandées qui auraient interagi avec Doom du coup sur place sans savoir que c'était lui. Puisque du coup, voilà, c'était une vraie passion, c'est un truc qui fait Mmh. vraiment. Et donc du coup, les photos sont vraiment cool et vraiment intéressantes, et l'histoire et la petite histoire est plutôt marrante, mais montre du coup un angle de Doom qui est aussi du père, quoi, Ouais. simplement. Et ce qui est d'ailleurs le plus tragique de cette histoire, c'est que non seulement il était séparé de sa femme et de ses enfants, mais en plus son fils Malakai est décédé 2 ans avant lui, en fait, de problèmes médicaux aussi. Non mais, Il y avait eu d'ailleurs à l'époque un message de justement de Doom sur un bateau, quoi. C'était un des seuls moments où genre t'avais eu il y avait l'occasion de voir genre le mec qui s'exprimait directement, mmh. et qui avait témoigné en disant genre ouais, qui avait parlé du coup du décès de son fils, et je crois qu'il avait juste fait un petit message en sa mémoire, et je me souviens que c'était genre putain merde quoi, on savait qu'il était en Europe, on savait pas exactement où, et tu ce message, je disais genre merde putain, ton gamin genre de quoi, 13 ans, 15 ans Mmh. même pas, qui Ouais, décède, 15 ans, c'était ouais. c'était tragique au possible, quoi. Et puis donc du coup lui 2 ans après, quoi. Sans avoir été au bout du podcast, moi, il y a ce que tu dis est extrêmement juste dans le sens où ce que c'est un super complément à la biographie en livre, parce qu'elle donne un angle, elle prend l'angle, par la forme de l'anecdote, on va dire, et ça le rend Ouais, encore plus humain, encore plus, «consistant» entre guillemets, mais pas dans le sens, justement comme c'était pas une star, on a vraiment l'impression d'être auprès de lui, dans le bon sens du terme, auprès de l'homme et de la construction du personnage, et je trouve que c'est en ça, comme je dis, hein, sans avoir été encore pour l'instant au bout du podcast, je trouve que dès les 2 premières parties, on est vraiment, enfin c'est super intéressant. Par contre oui, clairement, il faut être sensible et aimer le personnage et être intéressé par l'artiste. Mais ouais, je pense je qu'il faut trouve que vraiment vraiment l'angle est super intéressant. revenez du coup sur notre épisode sur la biographie. Je pense qu'on Ouais. on parle un peu plus de ça, et sur un des premiers épisodes qu'on avait fait d'ailleurs sur Matt Dillon. Je pense Mmh. que à l'époque, j'avais déjà parlé un peu de qui était le bonhomme, et du coup d'avoir un peu de sa biographie, j'avais donné plus d'éléments biographiques, donc revenez sur ça peut-être avant d'écouter le podcast. Mais effectivement, il donne un angle vraiment beaucoup plus humain et beaucoup plus enfin, et très intéressant, mais en revanche, qui est vraiment un complément d'information par rapport à tout ce qui a pu déjà être fait, et c'est un peu le souci du podcast, qui est non seulement du coup qui ne donne pas de réponse véritablement, mais en plus, enfin la question qui est posée, mais en plus du coup qui essaye d'introduire, mais qu'en fait il le fait pas totalement. C'est-à-dire que Mmh. c'est le défaut du coup d'être face avec 2 présentateurs, l'un qui a l'air d'être un gros fan de Doom, et Aphrodite en revanche qui vient, qui découvre un peu plus tout ça, qui devait être familier de Doom déjà, mais qui ne sait pas tous les éléments biographiques, et donc du coup, elle s pose pas nécessairement toutes les bonnes questions, ou en tout cas les questions qui pourraient approfondir certains éléments, ou en tout cas, ils ont fait en sorte de canaliser par rapport aux Mmh. quelques témoignages qu'ils avaient pu réussir à avoir. En tout cas, ça amène des éléments intéressants, différents, qui permettent d'approfondir un peu le personnage, tout en finalement en créant encore plus de mythologie, donc du coup, tout le monde est content, quoi. Ouais. Je pense que as-tu quelque chose à ajouter du coup sur sur ce truc Non! en plus? Je pense que nous allons pouvoir finir cet épisode très dense au final, je trouve, très complet sur, nos 3 différents sujets. Vous pouvez venir nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui est donc, fini, s'il vous a plu ou pas. On adore que vous nous fassiez des retours, que ce soit en bien ou en mal. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, sur la page du podcast recosic.lepodcast.fr. Je tiens d'ailleurs à glisser un petit coucou et merci à Manu Perreux du podcast Art in Ta Culture pour sa petite remarque récente. Ça nous a fait très plaisir. Oui. Toi, on peut aussi te retrouver sur deadandistortion.com Comme, où tu continues de publier énormément de choses toujours aussi pertinentes et enfin, je intéressantes. je précise, en fait, c'est pas dailydinstortion.com en ce moment, c'est dailydinstortion.wordpress.com, parce WordPress.com. que j'ai plus les sous, pour pouvoir payer le site, malheureusement. Donc il y a un Ko-fi, sur une page Ko-fi, en lien sur le site, si vous voulez du coup contribuer, à m'aider à payer le financement du site. J'en suis à la moitié de mon objectif.
Donc tout soutien sera du coup bien accueilli, mais en tout cas s'il y a plus, bah du coup ça partira dans le podcast, dans Rocosic, donc ça partira pas dans le paiement de mes voyages aux Maldives, ça ça va juste comme dans J'ai pas de face de Akhenaton, tu vois, on remet Oui. tout dans le hip-hop, là on remet tout dans le podcast et dans le site, c'est tout. Voilà. C'est sur ces quelques mots, oui, parce que c'est sûr qu'en même temps, c'est bien les Maldives, on pourrait y retourner. Il n'y a jamais été, je précise. Non, Voilà, sur ces jamais bons les mots, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous.